Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 3 Alsace pour un nouveau numéro de Quoi de neuf la Terre, votre magazine écolo et régional du samedi matin. Au sommaire, aujourd'hui, Nature et Progrès, une fédération d'agriculteurs et de consommateurs qui militent côte à côte. L'ortie, ça pique, mais c'est très bon aussi en petits plats et en recettes. Enfin, vous rêvez de tout savoir sur le blaireau, votre rêve devient réalité grâce à l'association Nature d'Alsace-Bossu. Regardez bien ces deux légumes. Au premier regard, rien d'extraordinaire, ce sont deux carottes et pourtant ces carottes sont biodynamiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sautent partout mais qu'elles ont été cultivées selon les règles très strictes et rigoureuses de l'agriculture biodynamique. Premiers éléments d'explication. Qu'est-ce que l'agriculture biodynamique? L'une des plus anciennes formes d'agriculture bio. Ces principes ont été établis autour de 1920 par le philosophe Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie. Elle proscrit pesticides, produits chimiques et bien sûr OGM. La biodynamie s'appuie sur le cycle des planètes pour les travaux des champs. Elle utilise aussi, à dose homéopathique, des pulvérisations étranges à base de bouse et cornes de vache. Des pratiques parfois jugées non scientifiques. Mais le résultat est là. Des produits écolos d'excellente qualité vendus sous le label Déméter. Revenons à nos carottes avec Maurice Meyer. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à la ferme Saint-Blaise de Valf où nous sommes installés avec nos caméras ce matin. Ces carottes, je le disais, ont connu une agriculture biodynamique. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie de carotte à partir du moment où elles ont été semées par rapport à une carotte qui aurait été cultivée selon les méthodes de l'agriculture raisonnée, classique? Donc la grande différence, effectivement, c'est l'agriculture biodynamique, c'est déjà biologique à la base, donc pas de produits chimiques de synthèse, ni pour la fertilisation, ni pour les traitements. Et on applique la méthode biodynamique, c'est-à-dire on utilise des préparations type homéopathique pour mettre sur le sol et pour mettre sur la plante, pour dynamiser tous ces processus naturels. Alors, votre rencontre à vous, Maurice, avec l'agriculture biodynamique, c'est fait à quel moment exactement? Parce que ça fait... maintenant, vous êtes installé ici depuis 1996. Ça fait un moment que vous êtes sur ce créneau quand même. Oui, donc fin des années 80, en fait, je me suis intéressé à tous les types d'agriculture alternative existants et à tous les types alimentaires existants, la façon de s'alimenter. Et donc, mon objectif, c'était de faire une agriculture qui soit le plus naturelle possible et qui corresponde à ce qu'il faut pour nourrir vraiment l'être humain. Donc effectivement sans pesticides, sans produits chimiques de synthèse, mais aussi en tenant compte du côté vital, la vie dans l'aliment. Alors c'est peut-être ce qui est le plus difficile à conceptualiser pour le consommateur de base, dont je fais partie d'ailleurs. La vitalité dans un légume, ça se manifeste comment pour vous ? C'est le fait qu'il soit toujours vivant au moment où on le consomme, effectivement. Donc, bien sûr, il n'est pas surgelé, il n'est pas irradié, il n'a pas tous ces processus hyper artificiels. Donc, il a été produit et conservé de façon naturelle. Et après, si c'est possible, la cuisinière va aussi en tenir compte pour la cuisiner de façon la plus naturelle possible. Et ce sont les préparations qu'on utilise dans la méthode biodynamique qui rajoutent ce plus au niveau activité. Donc, c'est comme de l'homéopathie où on stimule ces processus les plus actifs pour que l'aliment soit toujours vivant, même dans l'assiette du consommateur. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez repris les terres de vos parents qui n'étaient absolument pas embarqués dans cette aventure de la biodynamie. Ça a été un choc des cultures, ah oui, au sens premier et second du terme? Tout à fait, à tous les sens du terme. C'était un choc de culture parce qu'après avoir fait toute une carrière en agriculture normale, c'est difficile de voir tout changer. Et effectivement, mon père a mis 15 ans pour se reconvertir, entre guillemets, alors que les terres n'ont mis que 2 ou 3 ans. Alors, 2011, on fête les 150 ans de la naissance de Rudolf Steiner. Ce philosophe né en Croatie a grandi en Autriche, est établi en Allemagne avant de mourir à Dornach, pas très loin de Mulhouse, pas très loin de Bâle. On le connaît évidemment pour sa pédagogie alternative proposée dans les écoles Steiner. On le connaît un petit peu moins sur ses théories pour l'agriculture qui ont donné naissance à cette fameuse agriculture biodynamique. La biodynamie mêle ainsi l'agriculture biologique et la dynamique du ciel et de la terre. Explication avec Régine Wilhelm et Marie Pouchin. Benno tourne. 1 minute dans un sens, puis 1 minute dans l'autre sens, et ce pendant 1 heure. Il ne s'agit pas d'une potion magique, mais d'une préparation utilisée pour fertiliser les sols. La recette est simple, de l'eau tiède à laquelle on ajoute de la corne de vache.
À l'automne, on met du fumier de vache dans une corne de vache. Cette corne est enterrée dans le sol. Au printemps, on déterre la corne. Le fumier s'est transformé. Je mélange ce compost avec l'eau. Ce compost donne son énergie à l'eau. La préparation est ensuite dispersée sur les terres. Cette préparation est une des bases de la biodynamie. Dans la pharmacie steinérienne, on trouve aussi les tisanes de pissenlit, de valériane ou de camomille, des méthodes naturelles pour soigner animaux et plantes. Ces techniques ont été proposées par Rudolf Steiner en 1924. À l'époque, il vivait sur ces collines au sud de Bâle, où il avait fait construire le Goetheanum en hommage à Goethe, son maître à penser. Les années 20, c'était les débuts de la chimie en agriculture. Steiner pressentait déjà les dérapages à venir. Il indique clairement, Steiner, dans certaines de ses conférences, que si on donne de la viande aux vaches, ça leur montera la tête et elles deviendront folles. Si on continue à traiter les abeilles telles qu'on le fait, de manière aussi radicale, on va aller vers une dégénérescence complète et peut-être une disparition des abeilles. Des choses qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. Hein. Il n'a pas prédit ça, mais il disait que si on continue tel qu'on le fait, on arrivera à détruire en fait, les animaux domestiques et les plantes. Cette maison à l'architecture organique est le siège de la biodynamie. Elle regroupe 4500 paysans de par le monde. En Alsace, une cinquantaine d'agriculteurs y adhèrent. Parmi eux, Étienne Fernex. Au pied du Jura alsacien, il élève chèvres, poules, cochons laineux et vaches. La reproduction de ces animaux se fait naturellement, sans insémination artificielle. Le travail de la terre est peu mécanisé. On cherche un rendement, il faut que nous vivions, et il faut qu'on fasse vivre et qu'on apporte de la nourriture aux personnes qui vivent sur cette planète. Mais en même temps, on ne peut pas forcer, brutaliser le sol et épuiser le sol. Donc on essaie aussi de garder une fertilité qui va durer ou qui va s'améliorer d'année en année pour les dizaines et les centaines d'années à venir pour nos enfants et nos petits-enfants. Des études scientifiques démontrent qu'en biodynamie, la terre est plus fertile qu'un sol conventionnel et même biologique. Une agriculture, en somme, plus bio que bio. Nous a rejoint aux côtés de Maurice Meyer de la ferme Saint-Blaise, Martin Quentin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes salarié du mouvement de l'agriculture biodynamique, oui. Une maison qui est installée à Colmar, pas très loin de Valf finalement. Régine Villaine terminait le sujet en disant l'agriculture biodynamique, une agriculture plus bio que bio. Est-ce que c'est une définition qui peut vous convenir? Alors, il est vrai qu'il y a de nombreux principes qui vont plus loin que l'agriculture biologique en agriculture biodynamique. Donc aujourd'hui, effectivement, aussi avec l'évolution du cahier des charges européen et la bio qui évolue vers des pratiques de moins en moins bio, on peut dire que la biodynamie reste plus bio que bio, oui. Vous êtes d'accord également, Maurice Meyer, plus bio que bio? Oui, l'agriculture biologique est une base pour nous, effectivement, pas de pesticides de synthèse, pas d'engrais chimiques de synthèse. Et après, en fait, le plus, c'est vraiment la méthode biodynamique, les principes, l'utilisation des préparations. Voilà, alors justement, c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui, ces fameuses préparations qui vous démarquent d'une certaine manière de l'agriculture biologique traditionnelle. Quelles sont les grandes préparations qu'un bon agriculteur biodynamique se doit d'avoir? Je crois que vous en avez d'ailleurs ramené avec vous sur ce plateau, Maurice. Oui, donc au niveau de la base, premièrement, c'est les préparations qu'on va mettre dans le compost. Donc pour le compost se développe bien et qu'il soit déjà vivant. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une préparation qu'on va mettre sur le sol, donc une préparation... Alors, on va quand même être pédagogique. Vous nous avez ramené, vous pouvez le prendre avec vous, voilà. Un petit sac de bouse de vache. Oui, de toute façon, donc c'est de la bouse de vache qui est élaborée de façon particulière. Et donc voilà le résultat. Donc ça n'a pas d'odeur. Alors c'est quoi voilà, façon particulière, ça veut dire quoi? Donc ça a été mis dans une corne de vache et ça a été enterré dans le sol pendant une certaine période. De la Saint-Michel. Donc de l'automne jusqu'au printemps. Jusqu'à Pâques. Pendant la période hivernale. Et donc il ne faut pas oublier que cette méthode a été mise au point en 1924. Donc effectivement, en 1924, c'était tout à fait contingent. Voilà. Et la deuxième chose, donc ça c'est une préparation donc à base de silice, donc c'est du quartz finement broyé qu'on utilise, donc on pulvérise une fois par saison sur les plantes, donc pour améliorer tout ce qui est photosynthèse, etc. Donc on peut ces préparations, donc ce que vous avez, ce petit paquet, ça suffit pour toute ma ferme pendant une saison.
Donc ça suffit pour 22 hectares, donc 220 000 mètres carrés. Et on utilise 4 grammes à l'hectare qu'on va dynamiser, donc on va mettre dans de l'eau et qu'on va dynamiser. Qu'on va tourner, ce qu'on a vu effectivement dans le sujet de Régine Wilhelm. Martin Quentin, l'agriculture biodynamique en Alsace a l'air de bien se développer. La toute première ferme d'ailleurs française en agriculture biodynamique était alsacienne dans les années 25, me semble-t-il. Aujourd'hui, on compte à peu près une cinquantaine d'agriculteurs dans la région engagés sur cette voie-là. Au regard des 4500 qui existent dans le monde entier, c'est pas mal quand même. Oui, c'est assez conséquent. C'est la région de France où effectivement on trouve le plus de fermes en biodynamie. Alors, ceci est dû principalement à un côté historique où la biodynamie est arrivée de l'Est d'Allemagne et d'Autriche. Et donc les premiers paysans se sont installés dans la région. Et aujourd'hui, on trouve toujours cette prépondérance de la biodynamie en Alsace. Et alors, au cœur de ces agriculteurs biodynamiques, il y a une forte représentation des viticulteurs. Pour quelles raisons ? Alors, parce que la biodynamie permet vraiment d'exprimer au mieux les qualités des plantes et des produits produits par cette méthode. Et la viticulture est un domaine où l'expression de tout ce qui est qualité aromatique est particulièrement importante. Donc dans la viticulture, on voit vraiment des différences très marquées au niveau du produit final de qualité et de goût. Ce qui explique que beaucoup de vignerons passent aujourd'hui en biodynamie. C'est une conversion, un saut, j'allais dire, qui est facile à faire, Maurice Meyer ? Non, il n'est pas facile à faire parce que premièrement, il faut être convaincu pour faire cette chose. Donc la première chose, c'est l'intention dans laquelle vous le faites. Et effectivement, cette intention, ça se traduit dans la préparation, dans l'utilisation, pour moi, dans la dynamisation au manuel chaque année des préparations. Et on sait exactement pourquoi on cultive ces légumes ou pourquoi on fait ce vin. C'est pour un consommateur en face. Donc on est très en lien avec la terre, on est très en lien avec le consommateur. Donc on est vraiment un médiateur entre la terre et les hommes. Alors j'aimerais vous soumettre, comme chaque semaine dans Quoi de neuf la Terre, pour vous qui êtes habitués, 3 questions issues des forums de discussion entre internautes. La biodynamie inspire visiblement aussi nos internautes. Première question, quelle est la différence entre des produits bio ordinaires et biodynamiques ? On a commencé à y répondre déjà tout à l'heure. Les choses vraiment en plus par rapport à l'agriculture biologique classique, ça serait lesquels ? En plus, pour moi, c'est vraiment la recherche du côté vivant de l'aliment. Donc, de par l'utilisation d'une méthode qui est contraignante en termes de fertilisation, en termes de produits de traitement naturel et en termes de mise en œuvre de la méthode. Donc, c'est vraiment du travail en plus et surtout une conscience de ce qu'on fait et pourquoi on fait. Je pense que ça, c'est vraiment le point clé pour moi. Vous travaillez également aussi selon un calendrier lunaire, zodiacal. Pour certaines personnes, ça frise même la secte. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de remarques que vous devez entendre, j'imagine, Martin Quentin ? Oui. Alors effectivement, on remarque que dans la nature, beaucoup de phénomènes sont liés au mouvement des planètes, notamment de la Lune. On voit que, par exemple, le cycle menstruel féminin est toujours très lié à la Lune. Donc c'est pareil pour la croissance des plantes. Et on peut améliorer la croissance en s'accordant avec la Lune, par exemple. Par exemple, ça n'a rien de sectaire. Non, ça n'a rien de tout sectaire, ça vient de l'observation des phénomènes de la nature, tout simplement. Deuxième question, est-ce scientifiquement prouvé que l'agriculture biodynamique est bienfaitrice pour les légumes, l'élevage également ? Est-ce qu'il y a des publications sérieuses, reconnues, qui sont sorties ? Alors, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites en ce moment, notamment sur les effets. Alors, on est plus dans le domaine de la recherche sur les effets plutôt que sur la compréhension des fondements de cette méthode. Mais il y a de nombreuses universités, notamment en Suisse et en Allemagne, qui montrent un effet très important sur l'amélioration des sols, la vie dans les sols, sur la conservation des éléments. Et effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, tous les œnologues s'accordent pour dire que les meilleurs vins sont issus de domaines en biodynamie. Donc nous avons vraiment des résultats probants. Et dernière question très courte parce que le temps court aussi. Est-il vrai que la biodynamie est menacée par une directive européenne ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ? Donc depuis quelques années, effectivement, depuis 1992, la mise en place de la réglementation, la biodynamie a été considérée de façon particulière, mais elle est connue au niveau mondial. Donc moi j'étais en Afrique du Sud encore il y a un mois, donc elle est pratiquée par là-bas, elle est beaucoup pratiquée en Australie. C'est vraiment une méthode internationale, universelle, je dirais. Et de temps en temps, il y a un petit cadre réglementaire qui déconne parce qu'on n'est pas tout à fait en phase, mais ça n'existe pas que pour les produits biodynamiques, même pour les produits de traitement naturel qu'on utilise en agriculture biologique. Souvent on a des problèmes réglementaires.
Alors, pour toutes celles et ceux qui voudraient creuser ce thème de l'agriculture biodynamique, il y a un site extrêmement complet, www.bio-dynamie.org, sur lequel vous retrouvez toutes les informations sur ces méthodes culturales, agricoles. Merci beaucoup, Martin Cantat, d'être passé nous voir. On va passer au grain de sel de Joël-Henri avant d'accueillir Jean-Marie de France, responsable de la marque Déméter. Sur les produits alimentaires bio, on trouve les labels AB, Déméter dont on parle aujourd'hui, mais aussi, bien que plus rarement, Nature et Progrès. Nature et Progrès est une fédération de producteurs et de consommateurs qui militent ensemble pour une agriculture biologique, écologique et équitable. Nature et Progrès ne se contentent pas de bannir les pesticides, mais défend en plus des pratiques plus respectueuses des hommes et de la terre et refuse l'industrialisation du bio. Une démarche qui se veut aussi citoyenne. Tout le monde peut adhérer à Nature et Progrès et participer à l'amélioration du cahier des charges. Voilà, après Nature et Progrès, on va se focaliser sur Déméter, qui est la marque des produits issus de l'agriculture biodynamique. Bonjour Jean-Marie de France. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette marque. On dit bien marque et pas label. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence ? Nous, c'est vrai qu'on se désigne en termes de marque, parce que Déméter, c'est une marque qui est déposée donc à l'OMPI, l'organisme des propriétés de marque internationales. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que quand on désigne Déméter, c'est une marque aussi qui est déposée de manière collective, c'est-à-dire elle n'appartient pas à une personne, contrairement à beaucoup de marques, et elle est déposée au niveau donc international. Ça, c'est un niveau qui est vraiment très important pour nous. Quand vous dites elle n'appartient à personne, elle est la propriété du collectif, en fait. Elle est la propriété des gens qui l'utilisent. D'accord, donc ça rassemble les agriculteurs. Ça rassemble les agriculteurs du monde entier. Quel est, alors, bon, il y a une charte, j'imagine, un cahier des charges qui est établi. Ce cahier des charges, qui est-ce qui le rédige? Ça peut pas être cet ensemble d'agriculteurs. Vous n'êtes pas... Non, donc effectivement, Déméter, c'est en fait une association internationale. Il y a une association Déméter internationale qui fédère l'ensemble des associations, comme nous en France. On a une association Déméter France. Et l'ensemble des pays, quand ils sont structurés, dispose de cahiers des charges. Donc ça veut dire qu'on a un cahier des charges Déméter international, aussi bien pour la production que pour la transformation. Et après, ce cadre international nous sert de base pour le pays correspondant. Donc il y a quand même des différences d'un pays à l'autre? Il peut y avoir des différences d'un pays à l'autre. Sur quoi, par exemple en France, qu'est-ce qui diffère vis-à-vis de Déméter international? Oui. Si vous voulez, le cadre international donne une règle agricole pour le monde entier. Et c'est vrai que l'agriculture française ou l'agriculture néo-zélandaise, on n'a pas forcément les mêmes contraintes, on n'est pas dans un même contexte géopolitique. Et donc, on peut avoir des règles qui différencient un peu chaque pays. Mais c'est clair qu'on a une base internationale qui est plus stricte que l'agriculture biologique. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de pratiques ou de règles qui vont au-delà des cahiers des charges de base au niveau de l'agriculture bio. Et ce cahier des charges est réévalué régulièrement? Chaque année remis à l'ouvrage? Chaque année, l'ensemble des pays se retrouvent dans une assemblée générale qui regroupe tous les pays du monde entier. Et à ce moment-là, on modifie, on amende notre cahier des charges international pour un certain nombre de points de détail à compléter, à corriger, etc. Maurice Meyer, pour vous, agriculteur, c'est un peu votre Bible quand même, j'imagine, ce cahier des charges. C'est extrêmement contraignant. Donc le cahier des charges est très simple pour moi. À partir du moment où on a compris les principes, c'est très facile de les appliquer. Et la différence qu'il peut y avoir entre différents pays, je me permets de le dire parce que je voyage pas mal aussi. Je vais régulièrement voir mes collègues à l'autre bout du monde. Donc, la différence est souvent la réglementation nationale qui impose certaines choses ou qui restreint. Par exemple, un produit peut être autorisé en Allemagne, ne pas être autorisé en France. À partir de ce moment-là, il y a une différence. Donc même s'il est autorisé au niveau Déméter international, on ne pourra pas l'utiliser en France parce que la réglementation française ne le permet pas. Mais la méthode, globalement, est la même si dans l'hémisphère sud, effectivement, les principes d'application sont obligés d'être un peu différents. Jean-Marie de France, dernière question. Les produits Déméter sont souvent plus chers? C'est une vision de l'esprit ou pas? Le niveau du prix, c'est quelque chose de toujours très délicat, quoi. Ça dépend, on va dire, quand on regarde objectivement, l'écart type, l'écart de prix va de 0 à 10-15% par rapport à des produits bio. Mais ce n'est pas une règle générale parce que des fois, ça dépend du produit, ça dépend de la valeur ajoutée du produit, ça dépend de la saison, etc. etc. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur ce plateau. Dans un instant, nous allons accueillir le responsable d'une association qui explique aux jardiniers du dimanche que l'on peut aussi appliquer les méthodes de l'agriculture biologique dans son petit lopin de terre personnel. Mais avant cela, l'agenda des sorties nature.
Et si vous installiez une mare dans votre jardin, histoire d'attirer oiseaux, grenouilles ou libellules? La Maison de la Nature du Ried vous explique comment procéder. Demain dimanche 10 avril de 9h30 à midi à la salle polyvalente de Holzwihr. Renseignements au 03 88 85 11 30. Bande de blaireaux! L'association Nature d'Alsace-Bossu nous emmène en balade sur les traces de ce charmant petit mammifère très présent dans la Sarre. Rendez-vous demain dimanche à 14h sur le parking du cimetière de Sarre-Verdenne. Renseignements et inscriptions au 06 89 40 08 01. Une orgie d'orties? La Maison de la Nature du Sungo nous apprend à préparer un repas, de l'apéritif au dessert, entièrement à base d'orties. Samedi 9 avril, à la Maison de la Nature d'Altenac, inscription au 03 89 25 44 88. Avec les beaux jours, on a envie tous de retourner au jardin. Alors pourquoi ne pas se lancer dans l'expérience biodynamique qui a le gros avantage aussi de permettre aux jardiniers de se passer des produits phytosanitaires et donc de faire des économies. Michel Rousseau. Oui, bonjour. Bonjour, je vous présente en un mot. Vous êtes le responsable de l'association pour la culture biodynamique d'Alsace et de Lorraine, une association qui rassemble à peu près 350 jardiniers dans le secteur. Qu'est-ce qui vous rassemble tous régulièrement autour de cette agriculture biodynamique? Pourquoi vous retrouvez tous? C'est l'approche donc du jardinage, mais de la terre, du respect de la terre surtout. Nous disons toujours que pour soigner l'homme, on guérit la terre, on soigne la terre pour guérir l'homme. Voilà, donc c'est une approche qui se fait par la biodynamie et les gens se retrouvent. Tous nos membres n'ont pas de jardin, mais tout le monde participe. Donc nous avons aussi des initiations. Aujourd'hui, à Bischheim, nous allons avoir une initiation. À l'agriculture, enfin au jardinage. Nous on dit agriculture parce qu'en fin de compte les gens, on ne fait pas de différence entre l'agriculture et le jardinage. La seule chose c'est le travail de la terre et puis la manière de la travailler. Alors vous dites il y en a qui n'ont pas de jardin, c'est quand même étonnant de s'intéresser à ça alors qu'on n'a pas de jardin. C'est pas frustrant? Parce que les gens s'intéressent également aux produits de marques de Metter et des choses comme ça. Non, c'est des gens qui veulent savoir comment est cultivé les aliments qu'ils mangent et qu'ils achètent. Quel est le profil type des membres de votre association? Alors le profil type, c'est surtout des femmes qui viennent chez nous. En général, elles attirent leurs hommes. Mais on est surtout quand même, si on prend une moyenne d'âge, on est quand même dans la moyenne d'âge de 40-50 ans. Les gens arrivent seulement après avoir fait une vie active, arrivent au jardinage sur le tard plutôt. Alors vous le disiez, à travers les stages et les formations que vous dispensez, vous apprenez à toutes ces personnes à utiliser ces méthodes, à faire les préparations, à travailler le compost. Ce sont des choses, une fois qu'on le sait, c'est bon, mais pour démarrer, c'est pas facile, j'imagine. Ça demande un petit peu de travail quand même au départ. Oui, ça demande un peu plus de travail que le jardinage bio. Mais donc, on fait des formations, on montre aux gens comment faire un compost en biodynamie. On fait aussi de la taille d'arbre. Et puis, il y a des méthodes spécifiques aussi pour la taille d'arbre? Oui, parce qu'on ne taille pas autant que les arboriculteurs en général. C'est une taille plutôt douce. On respecte plus l'arbre et le calendrier également. Donc on se sert du calendrier de Maria Thun, mais pas uniquement, parce qu'on a dans nos jardiniers des gens qui ne l'utilisent pas toujours, parce qu'en fin de compte, c'est une question, le jardinage, c'est une question de bon sens, et puis on peut aller dans son jardin quand il fait beau et quand il pleut, même si c'est le bon jour, on ne peut pas y aller. Merci beaucoup Michel Rousseau d'être passé nous voir. On indique qu'évidemment votre association est présente sur différentes manifestations dans la région. La prochaine en date est prévue le 15 mai, me semble-t-il, au marché bio de Schopperten. Je crois que vous avez un de vos collègues, Jean-Claude Albrecht, qui fera une conférence sur le thème justement du jardin, le jardin en tant qu'organisme vivant. Et puis bien sûr les actualités sur le mouvement de l'agriculture biodynamique sont à revoir sur le site internet qu'on vous a donné tout à l'heure, www.bio-dynamie.org. Maurice Meyer, merci beaucoup pour votre accueil. Votre prochain travail maintenant, ça va être quoi? Ça va être semer des carottes bientôt, d'ici 15 jours. Donc vous attendez
Toujours la Saint-Michel ou pas Non, on attend le bon moment. Le bon moment. On n'est pas pressé. D'accord. Eh bien, écoutez, prenez le temps de vivre en tout cas. Merci beaucoup pour votre accueil ici. On se retrouve quant à nous samedi prochain à 11h05. D'ici là, passez un excellent week-end sur France 3 Alsace.